Bonjour, bienvenue. C'est une petite session de digestion après manger, donc c'est ça assez léger. Je vais vous présenter notre portail de données bientôt. D'abord, voilà, je vous laisse encore un peu les Wi-Fi, mais on va vous redonner les Wi-Fi tout à l'heure. Je me présente, je suis directrice des projets de Shift Project. Ça fait quasiment 9 ans que je travaille. Et Paul est chargé de projet de notre data scientist et Ulysse est responsable de développement de notre portail de données. Ouais. Alors, au Shift, on a développé un portail de données qui nous permet d'accéder à une large gamme de données liées à l'énergie et au climat. C'est je n'ai pas l'équivalent de ce mot en français, du coup je vais utiliser la version anglaise, one-stop shop, pour aller chercher l'information, les données quantitatives liées à l'énergie et au climat. Donc en fait, bien sûr, plein de données existent sur le sujet, mais l'idée que j'utilise, je souligne le mot one-stop shop, ça veut dire qu'on réunit toutes les données gratuites et publiques dans un endroit et à la fois liées à l'énergie et au climat. Parce que souvent, les portails de données sur ce sujet, soit spécialisés sur l'énergie, soit spécialisés sur le climat. Donc puisque nous, on est très intéressés par ces deux thématiques en même temps, ça nous permet de gagner du temps assez important. Donc qu'est-ce qui est important aussi, enfin souligner pour notre portail de données, que c'est accessible pour tout le monde, c'est facile à utiliser, c'est gratuit et c'est une navigation assez importante qui nous permet de gagner du temps. Alors, en fait, c'est pas nouveau. Portail de données, ça existe depuis 2012, je peux dire fin 2012, plutôt début 2013. C'est un des premiers projets de Shift. Parce qu'on a eu besoin de données, qu'à chaque fois, quand on a besoin de publier un rapport, faire la recherche, on perdait énormément de temps. Données existent, mais à chaque fois qu'on veut faire les calculs, il faut passer du temps, aller voir BP, aller voir EIA, il faut attendre qu'ils vont mettre à jour, il faut faire les calculs derrière. Donc on s'est dit, pourquoi on ne crée pas quelque chose qui va nous faire gagner du temps? Donc ça, c'était avant. Et c'était créé par des gens comme moi, on peut dire, qui ne savaient pas du tout utiliser l'informatique, faire les codes, ouvrir un site internet, mettre des images et tout. Mais c'est quand même été assez utile. Je ne sais pas combien de gens, si vous pouvez lever les mains, a déjà utilisé les portails des données. Et quand même, un petit 2% de ça. C'est déjà bien. Et par contre, on a vu que c'était Jean-Noël qui a présenté tout à l'heure un graphique des utilisateurs des gens sur le site web de Shift et Portail. Vous avez vu peut-être un petit bug, qu'il y a une chute. Et ce bug, justement, me permet de comprendre qu'en fait, c'est un outil qui était assez important pour les gens. On avait... on peut dire entre guillemets une clientèle assez important. J'ai vu que quand ils m'ont appelé 3 heures du matin de la Russie en disant quand vous allez réparer, parce que j'ai vraiment besoin d'utiliser les portails de données, je comprends pas le russe, donc je peux parler. Enfin, j'ai un nom un peu bizarre, mais non, je parle pas russe. Et du coup, après, on a continué la discussion 3 heures du matin encore en anglais, que beaucoup de gens, au moins en Russie, ont besoin de ça. Après, ça continue aux États-Unis, en Angleterre. J'ai continué à recevoir des appels pendant un mois parce qu'on n'a pas réussi à réparer, parce qu'on n'a pas de techniciens. Et on s'est dit, je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. D'abord pour moi, parce que je n'arrive pas à réparer le bug. Et après, pour les utilisateurs aussi, parce qu'on n'arrivait pas à mettre à jour les données qu'ils ont restées à 2012. Et donc, on a lancé les projets. Il faut que je coupe un peu. C'est moi qui fais le timekeeping, mais pas quand c'est moi sur la scène. Tout ça pour dire qu'on a mis un peu de temps pour lancer et on a réussi à embaucher un vrai data scientist et un vrai développeur pour me donner un coup de main, à la fois mettre à jour les données, ajouter de nouvelles bases de données et rendre l'outil plus ergonomique à la fois pour les utilisateurs, à la fois pour les créateurs de bases de données. Donc, qui l'utilise ?
Alors, comme j'ai dit, les données liées à l'énergie et au climat, c'est pas nous qui les créons, ça existe. Et l'importance de ces besoins, comme j'ai dit, on avait besoin pour nos rapports, pour nos études. Et c'est pour ça qu'on a dit il faut vraiment créer cet endroit. Mais par contre, il y a quelque chose que je dois préciser, c'est pas vraiment pour le grand public. C'est vraiment plutôt pour les gens qui ont besoin de vérifier à propos, ou vraiment on connaît quand même une base de sujet qui est un peu technique, qu'il faut savoir quand même qu'est-ce que c'est énergie primaire, énergie finale, peut-être un peu de différence des gaz à effet de serre. Donc, il faut avoir quand même un petit vocabulaire. En revanche, pour le grand public, l'utilisation, ça pourrait être, vous avez participé à une conférence ou vous avez lu un article, vous avez entendu un chiffre comme quoi les émissions de gaz à effet de serre d'Allemagne ont baissé depuis 2012. Vous avez dit, je suis pas sûre en fait, j'aimerais bien avoir un outil pour aller voir si c'est vrai. Donc c'est plutôt pour les, on peut dire, intermédiaires, facilitateurs de messages, liés à ces sujets encore, donc plutôt des journalistes, conférenciers, experts, influenceurs, analystes, consultants, tous ces gens qui connaissent un peu le sujet. Et les langues de portail de données est en anglais, parce que l'enjeu est global, comme ça on peut toucher plus de gens. Les termes sont quand même plus utilisés en anglais, et ça nous amène aussi, pour vous montrer, pour vous donner un peu d'idée, de quel pays c'est les plus utilisé. Je passe la parole à Paul qui va nous expliquer les données que nous avons sur le portail données aujourd'hui. Oui, donc comme le disait Zeynep, on a essayé d'avoir les données les plus complètes possibles, et pour ça on allait chercher dans différentes sources, donc principalement deux groupes de sources. D'un côté les institutions, les entreprises comme l'Agence internationale de l'énergie ou la Banque mondiale, et d'un autre côté des sources académiques comme l'Institut du climat de Potsdam. Donc, une fois qu'on a récupéré donc, toutes ces données, il va y avoir un processus pour les traiter, parce qu'en fait on se rend compte qu'elles sont très différentes. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on va voir par exemple, il va falloir normaliser le nom des pays, parce que dans certains datasets, il va y avoir l'État plurinational de Bolivie. Donc ça, on va changer ça en Bolivie, juste. Il va falloir uniformiser les conventions de comptabilité énergétique. Par exemple, pour l'énergie primaire, donc l'énergie qui est présente dans l'environnement. Si vous avez un barrage et que vous produisez 1 kWh d'électricité, l'Agence internationale de l'énergie va considérer que vous avez produit 1 kWh d'énergie primaire. L'Agence américaine de l'énergie va considérer que vous avez produit 2,85 kWh d'énergie primaire, parce qu'elle utilise ces 2,85 kWh d'énergie primaire, c'est la quantité d'énergie primaire dont vous avez besoin pour produire 1 kWh d'électricité à partir d'une centrale thermique. Donc voilà, il y a différentes conventions, il faut harmoniser tout ça. On va convertir les unités, évidemment, parce qu'on a des données en joules et puis d'autres en mégatonnes d'équivalent pétrole. Et enfin, on va fusionner les différentes sources. On essaye d'avoir les données qui sont le plus larges possible, donc tant en termes temporels ou en termes géographiques ou dimensionnels. Et donc, on va agréger tout ça pour que ça forme quelque chose d'harmonieux. Donc, toutes ces étapes, ça va demander différentes transformations, une dizaine à peu près. Donc la question, c'est comment faire. Il y a une méthode qui consiste à faire un document Excel, puis après à mettre des formules, après créer un autre document Excel, faire des macros, et très vite, en fait, c'est l'excès d'Excel. Et du coup, voilà, par exemple, dans le précédent portail de données, il y avait plus d'une centaine de fichiers Excel, donc c'était un peu compliqué. Par exemple, quand quelqu'un disait « je ne comprends pas votre chiffre sur l'hydroélectricité, l'énergie primaire », et vous essayez de comprendre d'où il vient, c'est compliqué de savoir que vous avez mis un coefficient x 2,85 parce que vous avez choisi cette convention. Donc pour ça, c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce que si vous voulez mettre à jour, il faut refaire tourner toute la machine à gaz. Donc, oui, l'usine à gaz.
Et donc, généralement, on ne le mettait juste pas à jour. Donc là, on a essayé de faire autrement. Donc, on a utilisé un outil qui s'appelle Dataiku. Et en gros, donc, en entrée ici, vous avez les différentes données brutes, donc l'Agence américaine de l'énergie et une source académique, Eteba Deluceni. Et ici, en sortie, donc là, vous avez un autre dataset avec ce que vous visualisez sur le portail de données. Entre-temps, donc, vous avez des petits carrés qui représentent des datasets et les petits ronds qui représentent des transformations. Donc tout va être visuel et enregistré. Donc si quelqu'un vous demande pourquoi vous avez cette quantité d'énergie primaire, on peut regarder, et c'était ici en fait, et voir qu'on avait appliqué un coefficient de 2,85. Et si jamais on a des nouvelles données, c'est très pratique, il suffit juste de changer donc, ce qui est à gauche, on clique sur un bouton et puis ça régénère les données mises à jour. Voilà, je passe la parole à Zeynep. D'accord, c'est bon. Alors, je déjà parlé un peu des usages de portail données. Et donc, comme j'ai dit, la plupart du temps, les raisons que les gens accèdent à ce site Internet, c'est pour vérifier une information, enfin, découvrir, on peut dire. Après, on peut l'utiliser pour personnaliser si on est curieux et créer quelque chose, ou exporter les données que nous avons. Et en plus, on peut diffuser un réseau social. Pour donner un exemple, comme j'ai dit vérifier, vous êtes en train de lire un article sur Internet, vous avez vu que la dépendance d'Allemagne pour importer les fossil fuels, c'est en train de faire la dépendance importante. Vous avez dit, c'est vrai, j'ai aucune idée, comment je peux trouver ça facilement? Vous allez bien sûr sur le dataportal.org. Après, cliquez et vous allez trouver l'information que vous avez besoin, mais on va vous montrer comment on pouvait accéder à l'information tout à l'heure avec un petit démo. Et deuxième, c'est d'explorer. Disons que vous avez les chances que j'ai pas, que vous êtes à Istanbul en ce moment, et vous avez les chances qu'il neige, ça n'arrive pas très souvent, mais quand même. Et vous avez dit quoi? Bon, je vais aller trouver un café pour prendre un bon café turc. Et vous avez vu quoi? Un petit chauffage électrique sur votre tête? Mais je sais pas, en fait, en Turquie, ils font comment avec l'électricité? C'est quoi le mix d'électricité de la Turquie? Vous avez dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller de shiftdataportal.org. Je n'ai pas fait la même animation, ça prend du temps. Et après, vous allez voir que c'est horrible. Donc, vous allez quitter, vous allez reprendre l'avion et revenir en France pour l'électricité moins carbonée. Après, c'est ça que j'ai fait, du coup, je suis restée ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre de chez Project Data Portal? Vous pouvez personnaliser. Vous avez tellement d'options de datasets liées à l'énergie et climat. Donc, on a les données sur l'énergie primaire, énergie finale, électricité, charbon, tout ce qui est possible. Et pour les climats aussi, on a des divisions de gaz à effet de serre, CO2 qui vient d'énergie, des imports-exports sont de nouveau aussi, on vient d'ajouter, et les carbon footprints des pays. Et aussi, toutes ces données, vous pouvez aussi personnaliser par secteur, par énergie, par PIB et par capita, et j'en passe. Une fois que vous êtes content avec votre sélection, vous pouvez les télécharger en format image, vous pouvez télécharger les données brutes format Excel, ou vous pouvez même intégrer les données, les graphiques en ligne dans votre blog, en mode dynamique. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Les données qui étaient déjà exportées et utilisées dans les cas de journalisme des Échos et le monde planète, et aussi utilisées par une étude universitaire sur l'évolution de production d'énergie primaire. Donc, vous pouvez aussi télécharger les données et utiliser ailleurs pour des études différentes et en citant un portail données. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous avez une idée et vous voulez partager en appuyant sur le graphisme de portail données sur vos réseaux sociaux pour montrer votre opinion ou quelque chose de très important que vous avez trouvé sur le portail données. Un petit démo, du coup,
Donc, Je passe la parole à c'est Ulysse. moi qui vais faire la démo. Donc c'est un exercice qui est très risqué quand on travaille dans la tech, qui est qu'en général, ça ne fonctionne pas très bien. Donc là, je vais croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et donc je vais directement aller sur le site internet, sur The Shift Data Portal. Je vais utiliser la page. Voilà. Donc là, on se trouve sur la page d'accueil du portail de données. Donc vous voyez que les thèmes prédominants sont quand même l'énergie et le climat. Et vous avez des accès rapides directement vers les jeux de données. Une petite explication pour savoir ce que vous pouvez faire avec le portail de données. Et bien entendu, on parle du Shift parce que ça porte des visites sur le site principal du Shift. Donc maintenant, je vais passer la parole à Paul qui va nous parler des 2 thématiques différentes. Je vais aller très rapidement parce que Zeynep en a déjà parlé. Mais donc oui, on parle on a 2 pages thématiques sur l'énergie et le climat, donc les 2 sujets qui sont chers au Shift. Et donc sur l'énergie, vous avez accès à différentes catégories. Donc par exemple l'énergie primaire, l'énergie qui est présente dans l'environnement, l'énergie finale, l'énergie qui va être consommée par les ménages ou les industries. À chaque fois que vous cliquez sur une thématique, vous avez accès à différents jeux de données. Donc, vous pouvez visualiser le total ou le total par habitant ou par unité de PIB, etc. Donc sur l'énergie, on a des catégories qui sont plus spécifiques sur le pétrole, le gaz, le charbon, donc toutes les énergies fossiles, sur le renouvelable nucléaire. Et enfin sur un autre sujet cher au Shift, donc le lien entre PIB et énergie. Sur le climat, donc évidemment tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre avec des focus sur le CO2 et on sait que c'est de plus les émissions viennent aussi beaucoup des importations, donc on a des jeux de données sur l'empreinte carbone et sur les importations et les exportations de CO2 par pays. Et enfin aussi on a la décomposition des émissions de CO2 selon les différents facteurs de l'identité de Kaya. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail, je laisse Ulysse présenter un peu plus en détail. Maintenant, nous allons accéder à une page du graphique. Donc, nous avons décidé de vous présenter les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on va vous présenter le total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, sans surprise, vous pouvez voir que les gaz à effet de serre mondiaux augmentent. Donc là, nous avons un jeu de données qui est très très large, qui commence en 1850 et qui va jusqu'en 2016. Donc, vous voyez on émet chaque année 47 200 mégatonnes de CO2 par an. Donc bien entendu, si vous voulez, vous pouvez changer les unités. Donc là, vous avez toutes les unités qui sont disponibles. On va passer à la gigatonne de CO2. Donc visuellement, ça va être à peu près la même chose, sauf que les données se sont actualisées. Là, on voit que c'est des gigatonnes de CO2 équivalents. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que le CO2 comme gaz à effet de serre. Et donc, on peut donc savoir... trouver la répartition par gaz. Donc en haut, vous avez plusieurs grandes catégories. Et là, on va cliquer sur par gaz et on va comprendre comment se divisent ces émissions-là. Donc vous voyez que c'est essentiellement du CO2, du méthane et du protoxyde d'azote. Si je reviens sur le total, vous voyez que les courbes sont exactement pareilles. Enfin, elles s'épousent parfaitement parce que en fait, c'est la même chose. Maintenant, peut-être que vous vous demandez, du coup, mais c'est quel secteur qui émet justement toutes ces émissions ? Et donc là, vous avez une partie secteur, et vous voyez que c'est surtout l'énergie et l'agriculture. Si on y réfléchit bien, en fait, ce graphique pourrait être représenté en pourcentage pour savoir combien l'énergie émet de CO2 en pourcentage. Et là, vous avez ici plusieurs modes de visualisation en haut à droite, notamment en pourcentage. Là, vous voyez tout le graphique et vous voyez que l'énergie prend beaucoup plus de place que l'agriculture depuis 1850. Mais on peut aussi voir une année. Imaginons qu'on veut voir que l'année 2016. Eh ben, on peut représenter ce graphique sous une forme de camembert, ici, en cliquant là. Et là, vous voyez que l'énergie, en 2016, représente 74,8% des émissions mondiales. On va changer les années, et vous allez voir que ça va s'animer. Donc là, on est en 1850, et vous cliquez sur Play, et voir comment ces secteurs
ont évolué et comment ils se subdivisent. Donc là, je vais remettre là. Maintenant, c'est à Paul. Merci pour la transition. Non, du coup, là, juste, on voit que le secteur de l'énergie est très, enfin, c'est un énorme secteur, c'est très agrégé. Si moi, je suis intéressé par le transport, par exemple, peut-être que je ne serais pas satisfait. Donc, plus bas, en fait, il y a une explication, il y a un petit texte avec les différentes sources, parce qu'en fait, on a différentes sources de données. Donc, je peux aller voir sur une autre source de données, ici, donc par exemple KIT. Et là, je vais avoir plus de détails. Donc, par exemple, je vais avoir le secteur du transport et je peux voir qu'il fait 16% des émissions. Donc, voilà, ne pas hésiter à aller cliquer sur les différentes sources. Je repasse la parole à Ulysse. Ouais. Je suis Ulysse, c'est à moi. Alors, donc on va revenir sur la source PIC, parce que c'est celle qui a la plage temporelle la plus grande. Et on va revenir sur le total. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a que l'humanité dans son ensemble. Mais en fait, on peut avoir vraiment tous les pays du monde que vous retrouvez dans cette liste. Donc ça en fait vraiment beaucoup, et vous n'allez pas les afficher tous d'un seul coup. Ce que je propose, c'est qu'on regarde, qu'on compare les différents continents entre eux. Donc je vais supprimer la Terre, donc seulement dans le portail de données, et je vais taper Europe, Amérique du Nord, mais ça me prend un peu de temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des groupes qui permettent de sélectionner rapidement des ensembles. Donc je ne sais pas si c'est écrit en trop petit, mais on a tout ce qui est BRICS, G20, G8, et aussi les continents. Et après, on a des zones, mais les zones, ce sont des agrégations. On a aussi tout ce qui est OCDE, OPEC, que Paul a tout calculé, il a fait une agrégation, voilà. Et donc là, on va cliquer sur continent et on va voir tous les continents s'afficher sur le graphique. Ouf, ça marche. Donc là, c'est un peu petit. Et du coup, il y a beaucoup quand même de données sur ce graphique. Et donc moi, j'aimerais bien voir plutôt un classement des différents pays par année, comme ce qu'on avait vu pour le camembert. Sauf que là, on va le voir pour ce graphique. Donc là, en haut, je ne vous avais pas montré une des données, qui était le ranking chart. Donc je vais cliquer dessus. Et là, vous pouvez voir Donc là, on est en 1860, et ça augmente année par année. Et vous pouvez voir qu'en fait, il y a une course des émissions de gaz à effet de serre qui est en train de se passer devant vos yeux. Donc c'est assez impressionnant. Donc je vais accélérer parce que ça prend un peu de temps, il y a quand même beaucoup d'années. Vous voyez que ça augmente beaucoup pour tous les graphiques. C'est à partir des années 80 que ça commence à devenir intéressant. Bon, on l'a fait plusieurs fois, donc on le sait en fait. Donc là c'est l'Asie qui passe quand même devant et qui creuse l'écart. Voilà. Donc bien sûr, ça c'est intéressant. Vous pouvez sélectionner les pays que vous voulez, hein. Là c'est des pré-réglages qui fonctionnent déjà, mais vous pouvez très bien sélectionner la France et l'Allemagne comme on a l'habitude de les comparer. Vous pouvez aussi le faire dans le portail de données. Donc je reviens à où on en était. Donc là c'est la visualisation de tous les graphiques. Mais c'est un peu injuste parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'habitants en Asie. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le diviser par habitant. Et là, on voit sans surprise que l'Amérique du Nord émet beaucoup plus de gaz à effet de serre par habitant. Voilà. Donc je vais revenir à Total. Et là, ce qu'on expliquait, en fait, c'est qu'en bas, vous avez 3 modes. Un mode pour l'exporter sous format image. Donc c'est exactement le graphique que vous êtes en train de visualiser pour l'utiliser, pour le partager. Après, vous pouvez exporter sous forme de données, vous cliquez, ça vous donne un document Excel, et intégrer, on vous passe un petit morceau de code qui permet de l'intégrer dans votre site internet. Et voilà. Donc là, on vient juste de vous présenter seulement cette petite case, donc les gaz à effet de serre, mais on a vraiment, vraiment beaucoup de jeux de données, on a hâte que vous les regardiez tous. Surtout, moi j'aime beaucoup les données sur le pétrole, les extrapolations, mais apparemment, je n'ai pas le droit de vous les présenter. Et je fais quoi là? Les slides. Hop. Bon,
On remercie, du coup on finit notre présentation, on va commencer à faire les quiz bientôt, mais je me permets de remercier pour toute l'équipe de Shift Project Data Portal, surtout à Shifters, merci beaucoup, ils nous ont beaucoup aidés pour nous trouver des bugs, corriger des bugs et cliquer partout quand possible. Et du coup, si vous avez des questions, on peut avoir quelques questions. Personne ne fait de timekeeping, on est là jusqu'à 19h, il n'y a pas de souci. Ah si, pardon. Bonjour. J'ai juste une Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste écouter? Merci. J'ai juste une question. Pourquoi ça s'arrête à 2016, les données? Pourquoi on ne les a pas de plus jeunes, entre guillemets? Et surtout que moi, mon grand rêve, c'est d'arriver à trouver ce que Jean-Marc nous a tous dit, c'est de voir à quel moment la contraction du pétrole va s'opérer pour voir quand est-ce que la crise va arriver, quoi. Ouais, juste ça, oui. Alors pour les questions de 2016, comme j'ai dit, c'est des données publiques. Si vous avez des données publiques qui vont jusqu'à 2018 pour autant de pays, moi j'aimerais bien récupérer, mais en général, c'est pas les cas. On peut peut-être trouver pour la France, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, mais il faut vraiment chercher pays par pays. Encore une fois, on peut pas passer une dizaine de pays et qu'ils ont encore une fois publié par les pays, par leur ministre national des statistiques, et ce qu'ils ont vraiment comparable entre eux. Pourquoi pas, mais c'est un immense travail, on n'a pas de temps à chercher un par un 200 pays. Et donc les données publiques sur ces domaines-là, pour autant de pays, ce n'est pas possible au-delà de 2016. 2016, c'est déjà très bien. S'il vous plaît, si on peut juste garder le silence, le temps de prendre les quelques questions qu'il y a, et après vous pourrez discuter. Si vous voulez de Wi-Fi, je peux le remettre, si vous voulez. Ah oui, les questions, oui, pardon, excuse-moi. Pardon. Question? Pas de question. Jacques. Merci. Oui, merci. En fait, j'ai eu un problème récemment. Je cherchais des données de PIB. Et alors, le PIB, on le trouve de tas de façons différentes, en dollars courants, en dollars constants, en parité de pouvoir d'achat, etc. Est-ce que vous avez fait un choix là-dessus? Comment vous traitez ce problème? On a deux données des PIB. Il y en a un, c'est de parité de parité purchasing power parity. Je ne sais plus comment dire. Parité de pouvoir d'achat. Merci. Et les constants 2012. Donc, c'est déjà assez bien. Je crois qu'il y avait une question là aussi, mais je ne sais plus qui c'est. Vous avez aussi? Oui, bonjour. Est-ce que vous avez aussi mis des données sur des facteurs d'émission? Facteurs d'émission, non, on n'a pas mis parce que en fait, on a des données dynamiques. Donc c'est un peu difficile à adapter dans la version que nous avons pour le portail données. On a pensé d'avoir une partie un peu statique. On va peut-être, mais pour l'instant, niveau les navigations que nous avons, il n'y a pas de place à données statiques. En réflexion. La porte n'est pas vraiment fermée, mais c'est ça, soit sur le portail données, soit c'est ça une étude ou une page publiée par Shift où on veut vraiment avoir une partie de facteurs d'émission, parce que pour nous aussi, c'est quelque chose qui pose assez de problèmes. Oui, pardon. Bonjour. Les émissions par pays que vous montriez tout à l'heure, c'était l'empreinte carbone ou c'était les émissions On a les deux. Il y a les deux. Ouais. Okay. Et quelle est la périodicité de mise à jour et combien de temps vous avez mis pour développer ça? Donc c'était les émissions territoriales. Pardon, s'il vous plaît, si on peut un petit peu écouter parce qu'on n'entend même pas avec le micro. Merci. Donc c'était les émissions territoriales. La deuxième question, c'était quoi? Ah oui, la périodicité. Donc c'est tous les ans. Et oui, à quel point c'est mis à jour? Ça dépend des sources en fait. Ils publient plus ou moins. Les meilleures sources publient annuellement, mais parfois c'est tous les 5 ans, donc ça dépend des sources. Ah oui, et la durée de développement, ça fait à peu près 1 an, je pense que... Ouais, 1 an. Non, on a tout fait de zéro. On peut peut-être prendre quelques témoignages si vous voulez faire des remarques pour améliorer un peu le site. Peut-être 2 ou maximum 3 questions. Oui.
D'accord. J'en connais un qui fait des remarques comme ça. Merci. Oui, il y a la question micro est là. Ouais. Merci, bonjour à tous et toutes. On vient de regarder là, les graphes de l'empreinte carbone et on est assez surpris parce qu'on a regardé pour comparer le Nigeria, la France et les États-Unis. On voit bien qu'en fait, c'est pas l'empreinte carbone, c'est les émissions domestiques qui sont affichées. On est un peu surpris. Alors, non, je pense que c'est l'empreinte carbone. Ce que vous êtes surpris, je pense, parce que c'est l'empreinte carbone CO2. Donc, il n'y a pas les autres gaz. Ah. C'est pour ça que c'est beaucoup moins élevé. C'est précisé juste en dessous dans le texte. Il n'y a pas de petit E. On va sûrement le clarifier encore plus. Parce qu'on n'a pas trouvé l'empreinte carbone globale donc dans données. Et en plus, cette empreinte carbone, même CO2, elle a l'air assez sous-estimée au vu de, si on regarde les chiffres du ministère de la Transition écologique, qui sont beaucoup plus hauts. Donc voilà, après qu'on a des chiffres qui sont mondiaux, forcément, c'est des espèces d'agrégats et c'est moins précis. Merci. Donc, si vous avez des bases de données publiques accessibles, si vous êtes intéressé à nous passer, ça peut être vraiment trop bien pour le portail de données. On peut publier, je précise, c'est une base de données publique. Pas des autres questions? Témoignages? Comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Moi, j'ai juste une question. Il me semble que dans les premières versions de ce programme-là, il y avait les prévisions, les prospectives entre Greenpeace et tout ça, qu'on pouvait comparer. Et l'intérêt, c'est de les comparer avec des unités pareilles. Est-ce que vous avez toujours dans la tête, dans vos objectifs, de faire ces comparaisons sur les prospectives futures? On a... Je laisse la parole. Du coup, je ne suis pas un expert sur le pétrole, mais je vais vous présenter les extrapolations du pétrole. Donc en fait, on a importé les extrapolations de l'ancien site et du nouveau site, donc qui sont là. Alors on n'a pas totalement fini parce qu'on fait des projections de type triangle. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire 3 scénarios différents. Donc current policies, stated policies, sustainable development. Et vous pouvez choisir vous-même quelle est la réserve de pétrole qu'il reste à partir de 2018 en milliards de barils de pétrole. Donc on a pris la courbe historique de consommation de pétrole. Donc environ aujourd'hui, on est à 95 millions de barils de pétrole par jour. Ça, c'est les scénarios qui ont été créés par l'Agence internationale de l'énergie. Voilà. Et du coup, et à partir de là, on a fait des calculs pour projeter ce qui restait en fonction des stocks. Donc là, si on prend les stocks les plus optimistes, donc ceux de BP 2019, c'est 1729, et donc ça fait cela. Voilà, donc c'est pétrole conventionnel. Et là, vous avez ceux de l'ancien site. On les a gardés parce qu'ils sont assez intéressants. Donc là, la production de pétrole s'arrêtait en 2007, peut-être en 2008. Ouais, on avait jusqu'en 2008. Et là, vous avez beaucoup plus de scénarios différents. Donc des scénarios de ligne A, des scénarios d'université. Et après, vous pouvez sélectionner le type d'extrapolation que vous voulez. Donc je vais essayer de l'alléger. On va mettre EIA, High Oil Price. Et là, vous avez plusieurs types d'extrapolation. Voilà. Et donc, vous avez toutes les extrapolations de pétrole. Mais après, on n'a pas ça pour le reste, pour l'énergie. Oui. On a un expert du pétrole au fond de la salle. Ce qui va être intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez mis le graphique en dessous. Non, vous ne l'avez pas mis encore. Non, on l'a pas encore mis. Voilà. Non. Non, c'est un outil pédagogique en fait. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les réserves techniques que manipulent les agences, les pétroliers, et les réserves dites déclarées en fait que vous retrouvez dans les scénarios BP, AIE, etc. Et en fait, elles ne sont pas calculées. Il y a des données qui sont déclaratives et d'autres données qui sont techniques. Et il se trouve qu'entre les données déclaratives et les données techniques, donc là, vous avez par exemple Rystad, je ne sais pas si on le voit là. Rystad, voilà, Rystad, c'est de l'ordre de 800. Il y a 1182. Ah oui, ça c'est sur l'hypothèse haute. Il y a 2200. 2P tout court. De PCX. Voilà, 660. Ah, 660. Vous avez de 660 sur des données techniques avec une probabilité qu'on considère
raisonnable en termes d'exploitabilité technique, et puis vous avez des réserves déclarées. Et c'est pas du tout le même jambon. Et le truc, c'est pour ça que c'est pas complet, et il faudra mettre le graphique de l'ARR en dessous qui permet de comprendre mieux ça, puisqu'on a ajouté dans les réserves déclarées notamment des pétroles extra lourds vénézuéliens, qui font exploser les chiffres récents des réserves, et on ne sait pas du tout si ces trucs-là pourront être exploités dans des proportions significatives pour des raisons économiques. Donc c'est un outil pédagogique et qui n'est pas terminé. Je ne voulais pas qu'on montre. Voilà, c'est ça. Du coup, on a aussi les réserves. On a les réserves. Si vous voulez voir le top des réserves mondiales, et ben, c'est le Venezuela qui est devant. Voilà. Après, ça dépend du type de pétrole. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous remercie pour votre attention et je remercie particulièrement Zenep qui nous a autorisé à faire ce projet. Merci beaucoup.